Amis téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons Sport, un numéro où nous reviendrons bien sûr sur l'actualité sportive nationale et internationale et vous allez voir que les choses s'accélèrent avec ce début de déconfinement, notamment en Europe et pourquoi pas bientôt chez nous, pour peu que nous y mettions un peu du sien et que nous aidions les personnels soignants en respectant leurs consignes. Alors permettez-moi de recevoir ce soir mes invités, en l'occurrence professeur Salih Abounmri. Vous êtes professeur à l'ESSTS, École supérieure des sciences et de la technologie du sport. C'est bien ça. C'est l'ex-ISTS, c'est bien ça. Alors bonsoir et bienvenue. Merci à vous et content de partager ce débat avec vous et avec nos téléchers invités. Voilà, alors nous avons quelqu'un qui est aussi, vous avez ça en commun, non? Vous êtes aussi de l'ESSTS, il s'agit de Mounir Debbichi, vous êtes docteur en méthodologie de l'entraînement à l'ESSTS, c'est bien ça? Et actuellement SG à la SSPA USMA. Bonsoir Mounir et bienvenue. Bonsoir cher Halim, bonsoir chers amis téléspectateurs, très content d'être avec vous sur ce plateau. Eid Moubarak à tout le monde et Inch'Allah on sera très utile et très explicite avec nos téléspectateurs concernant le sujet d'aujourd'hui. Très bien. Et puis nous avons quelqu'un qui n'est plus à présenter, puisqu'il fait partie de la famille de la télévision algérienne d'une manière générale. C'est bien sûr Farid El Saada. Farid, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir à nos invités, bonsoir aux téléspectateurs et heureux de partager ce débat avec vous. Très bien. Alors nous avons pour habitude d'offrir un cadeau pour nos invités. Mais Farid, on n'a rien prévu pour toi. Ah, je suis parti puisque tu es chez toi. Bien sûr. Donc, tu n'as pas besoin de cadeaux. Par contre, nous avons choisi 2 cadeaux pour nos 2 invités. Mais avant cela, le jingle. Alors, professeur, nous avons choisi une séquence pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Elle a été choisie par notre ami Mokhtar Hammani. Nous allons d'abord la voir et vous nous direz pourquoi il a choisi cette séquence. On regarde. وقد بدأ العصر الذهبي لكرة اليد يقترب من نهايته بعد تبني البطولة الوطنية. فالنتائج الأولية لهذه البطولة هو جمود منطقة العاصمة نتيجة تنافسها مع منطقة وهران وقسنطينة لما كان ممثلي المنطقتين في طور التعلم، وأدى هذا إلى انخفاض المستوى الفني بصورة محسوسة، بالإضافة إلى التغيبات المتزايدة لبعض الفرق في إجراء المقابلات. وزيادة لكل هذا فإن ظهور رياضة المؤسسات أي تولي أمر كرة اليد من طرف بعض الشركات كتعاونية الجيش الوطني الشعبي ونادي ديوان التجارة والملاحة كانت نتائجها الأولية هو إخلاء بعض الفرق من عناصرها اللامعة التي فضلت الامتيازات المقدمة من طرف هذه الشركات التي انتهجت سياسة التفاخر باستقطاب العناصر البارزة وإهمال القاعدة. وبالنسبة لفريق الإناث نقول وبدون تلعثم أنه من بين الفرق الجيدة لإفريقيا، لكنه هو الآخر ينطبق عليه أكثر من الذكور، المثال القائل مقطوع من الشجرة. إنه حصيلة مجموعة من الفتيات لها إمكانيات غير محدودة ووجدت عناية كبيرة، فقد عرفت هي الأخرى فترة فراغ منذ 1978 الألعاب الإفريقية. Voilà. Je pense, il faudrait d'abord que je rappelle que c'est un documentaire sur l'évolution du handball qui date de 1980 et réalisé par notre ami Delis Dakir que nous saluons bien sûr. Alors, je pense que vous avez une relation avec le handball et c'est pour ça que Mokhtar a choisi cette séquence. Je suis ancienne handballeuse.
Par la suite, j'ai travaillé comme entraîneur adjoint avec M. Djoudi, où nous avons participé aux Jeux méditerranéens du Languedoc-Roussillon. Ensuite, j'ai pris à partir de 2006 jusqu'à 2009, 2010, l'équipe nationale senior dames. Et alors, ça vous fait quoi de voir ces images? C'est un pincement au cœur, parce que vraiment, il y a un passage à vide, il y a la disparition de beaucoup d'équipes, et c'est vraiment touchant. Très bien. Alors, l'autre cadeau, bien sûr, c'est pour notre ami Mounir Dbéchi. Je ne vais pas vous dire il s'agit de quoi, il faudrait d'abord regarder. اليوسما كانوا كلوب قليل، ماشي ما كانش اللي مليونير اللي ملياردير. تصيبو يخدم دوكير ويجي يخلص لا كوتيزاسيون تاعو تاع اليوسما. ديريجون يخلصوا المكتوبو. انا حضرت لواحد السهرات في السيركل تاع اليوسما في ريدبون، الحاج محمد العنق الله يرحمه وفريد وجدي نينيس وواحد الاخوه كانت وعمرهم داو دراهم على اليوسما، عمرهم هادوك دراهم كانوا يزيدوهم لي كاس باسكو اليوسما كانوا فريق ما عندهمش. لي زونسيان جوار بيناتنا كنا حنا غير الضحك، ما كاش الحسد. نضحكوا في الفيستير ونضحكوا في الزنقه ونضحكوا لداخل التيران، وكي نلعبوا ونربحوا بالضحك باسكو يافي اون فالور. اونيتي في الاليه، اونيتي اون بواني دو كيما يقول سبعتين كاع كيف اونيتي خاوه كاع، وفي التيران كل واحد يعرف خدمته. فريمون اونيتي نيكيب تيب ما فيها ما خصها والو. بعد اللعب من بعد لي زونطرينمون نجوزوا الوقت بيناتنا اكثر من مع عائلتنا. مام كي يخلصوا لونطرينمون ولا الاخر نروحوا نفطروا كيف عند حسن بوسفور، هلا تذكروا بالخير. وكي يروحوا تسمى كل واحد عنده البروغرام تاعو، كاين اللي رباعه تروح السينما، كاين اللي رباعه تروح الحمام ابري الماتش، كاين اللي رباعه تروح القهوه تقصر بيناتهم. يافي بوكو ديليمون اللي هدايا ما يقدرش تنحيه من ليكيب باش تلعب واحد اخر، مش قليل غير ولا تبليسا ولا باش رامبلاسون اللي لا مي il y avait toujours quelque chose de supérieur à un autre et peut-être il se valait خاطر لي بلاص سيتي ترو شير كيما يقولوا كيما الخضر قيتون سي ان غرو مسيو في الفوتبال. بالبكري لاباتور ساعه ونص هو يطرح، الزمور محراط لداخل التيران، ولا قلت له حكم هذا والله ما يزيد لا الماس وكان يحير معاه. تسمى اللاعبين تاعنا هذاك الوقت كيما رشيد فتوش، ابراهيم طالبي، رشيد جمعه، كان دباح صغير كان بتاع، وكانوا بزاف اللي يجوا معنا اللي ماشي مذكورين، حامد مداني. بنتي فور كنت نعيط له الوحش قصير قدي وجايبها شغل كذا اللي يضل حاصل كي يحكم لك لالين هذيك الهم نعيط له الوحش. سي طريق رونجوار، طريق خوه ما خرج بحاله، ما يلعب خوه ثاني ما ماشي كي عبد العزيز كان يلعب مليح، احسن كانوا ما يديوهش فرصه. وشنو هدايا عجبها العاصمة فرحت اليوم اللي تشتغل بالكورة احبط على باب جديد. Mounir Dbéchi, alors c'est clair, hein, nous avons choisi cette séquence pour vous parce que vous êtes SG, comme je l'avais dit, à la SSPA USMA. Ça vous fait quoi de revoir ces images, de revoir tous ces anciens de l'USMA parler de ces valeurs du club? Ouais. Non seulement je suis âgé, mais je suis un fan du club. C'est le club du cœur. Et c'est-à-dire le passage de ce document qui fait ressortir les anciennes vedettes et les anciennes gloires du club fait montrer l'ambiance et l'union qui existait entre eux à l'époque.
D'où, c'est-à-dire, on comprend le slogan d'aujourd'hui du club qui dit que unis nous sommes, unis nous resterons. Donc c'est un slogan qui véhicule depuis plusieurs années. Et le fait de voir ça donne envie à continuer dans cette perspective, dans ce sérieux, dans cette envie d'aller toujours vers le meilleur et vers le sacre. Justement, vous ressentez un peu plus cette responsabilité lorsqu'on se sait appartenir à une telle famille, on ressent plus cette responsabilité? Ah oui, bien sûr. Quand on est dans un club, c'est-à-dire dans un club comme l'USMA d'Alger, quand on est dans un poste de responsabilité, on est toujours confronté à cette responsabilité, on est toujours appelé à donner le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire à faire Surtout, vous avez un public très exigeant. Exactement. Et connaisseur. Exigeant et connaisseur. Tout à fait. Exigeant et connaisseur qui a c'est-à-dire un certain niveau de compréhension et d'analyse. Et c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on est toujours appelé à leur donner le meilleur. Très bien. Farid, moi j'ai envie de te poser une question. Alors on se tutoie, puisque j'ai du mal à vous voyer, Farid. J'ai vraiment envie de te poser une question sur est-ce que le football, notamment chez nous, et l'argent font bon ménage? Parce que peut-être que dans d'autres pays, ils sont passés à un vrai professionnalisme, donc le problème ne se pose même pas. Mais là, on n'est ni dans le professionnalisme, ni dans l'amateurisme. Et dès que l'argent est entré en compte, ça a tout chamboulé. Les valeurs du football sont parties de nos clubs. Moi, personnellement, je le dis depuis quelques années, tant qu'il y a beaucoup d'argent dans le football algérien ne redémarrera jamais. Pourquoi? Parce que l'argent attire des gens qui ne sont pas dans le domaine, parce qu'il y a l'appât du gain. Donc il y a des gens c'est des intrus au football qui viennent pour prendre l'argent, alors qu'avant, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait que des bénévoles, des gens qui donnaient... C'est-à-dire, ils travaillaient la journée, et ils ont leur métier, leur profession, et fin de journée, ils se consacrent au foot. Donc il y avait ce qu'on appelle Nia. Il y avait la foi en sport, la bonne intention. Et c'est ce qui avait fait la force du football algérien. Depuis qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, là, tout part en vrille parce qu'il y a des vampires qui rôdent autour du football. Moi, je peux te dire que tu peux généraliser ça sur toutes les disciplines, parce qu'à un certain moment, quand le handball ne se portait pas vraiment bien, il n'y avait que les enfants du handball qui étaient tout autour. Il a fallu qu'on fasse une ou deux bonnes Coupes du Monde de handball, et voilà que tout le monde vient, parce qu'après, il y a plus de subventions, il y a plus de stages à l'étranger. Donc, et est-ce qu'il a été bien géré justement chez nous sur le plan sportif? Maintenant, il me semble qu'une évaluation s'impose. Parce que pendant le conférence, c'était précipité. Oui. On ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'y attendait. Donc actuellement, nous sommes en plein dedans. Nous vivons cette situation et l'évolution de la pandémie comme tout un chacun. Si je dois parler, moi, de l'ISTS. Oui. Nous gérons la situation. Je dis en toute modestie, convenablement. Les cours sont online, les enseignants sont en contact avec les étudiants. Il y a la mobilisation du staff, de l'administration qui n'a aménagé aucun effort, je tiens à le dire, qui n'a aménagé aucun effort. Ils sont sur place, les cours sont envoyés aux étudiants. Beaucoup d'enseignants sont en contact avec les étudiants. Pour le moment, on peut dire, alhamdoulilah, nous gérons un peu la situation. Et si on devait généraliser, moi je parle... Mais maintenant, sur le plan sportif, il y a à dire et à redire. Tout a été arrêté brusquement. Maintenant, pour revenir au devant de la scène, ça va poser des problèmes. Parce que sur le plan de l'entraînement sportif, il faut revenir progressivement. Parce qu'au-delà de 3 semaines, toutes les capacités des athlètes décroissent. Maintenant, pour revenir, il faut revenir progressivement et surtout individuellement. Parce que la perte et la récupération, la perte, elle est
purement individuel. Maintenant, revenir pour revenir, non. Il ne faut pas se précipiter. Ça, c'est mon avis. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre les choses au sérieux. Sommes-nous en mesure de reprendre directement? Et pour reprendre, parce que moi, je crois qu'avec mes collègues et amis du football, ils pensent directement, nous allons reprendre et nous allons reprendre la compétition. La compétition ne peut pas être du jour au lendemain entamée. Il y a des choses à reprendre. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus parce que toutes les capacités maintenant et est-ce que toutes les infrastructures, parce que revenir à l'entraînement, revenir à la compétition, c'est plusieurs facteurs. Avons-nous pensé à aseptiser les infrastructures sportives? Est-ce qu'elles ont été aseptisées? Est-ce que les clubs sont en mesure de reprendre réellement actuellement, au-delà de celui qui est champion? On peut faire l'impasse sur beaucoup de choses. La santé de l'individu passe avant le titre pour X ou Y. On parle souvent, quand on parle de reprise, c'est fou, mais on ne parle que du football. Est-ce que, par exemple, à l'USM Alger, je pense qu'au niveau de votre club, vous aviez souhaité une reprise du championnat. Est-ce que vous êtes prêt pour une reprise? Je pense que tous les acteurs du football aujourd'hui souhaitent qu'il y ait reprise. Seulement, quand on parle de reprise, il faut être sage et réaliste. Comme l'a bien signalé Mme Zaki, est-ce qu'on est prêt à reprendre aujourd'hui? Et c'est une question qu'on doit, c'est-à-dire, se poser avec nous-mêmes. Donc, par rapport, c'est-à-dire, à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on doit respecter un protocole médical rigoureux, avant de parler reprise sur le plan méthodologique, on doit penser à la reprise sur le plan protocolaire. Quand on dit plan protocolaire, ça veut dire qu'on doit se soumettre à des exigences, au respect de certaines conditions, au respect de certaines exigences que seulement les spécialistes du domaine médical, c'est-à-dire peuvent expliquer, peuvent déposer. Donc, et là, actuellement, là où on est, si on va parler reprise, ça veut dire qu'on va faire une reprise tout en respectant un protocole d'isolement, un protocole de distanciation, un protocole c'est-à-dire d'évaluation et de diagnostic par rapport à l'état de santé de chaque personne. Et je pense qu'on n'est pas réellement prêt à le faire actuellement, sachant que si on le fait dans ces conditions, on doit assurer des conditions d'hébergement au groupe, c'est-à-dire aux athlètes, au staff qui travaille avec, permanente. Ça veut dire qu'on va isoler les athlètes, ne pas leur permettre de rentrer dans l'environnement social dans lequel ils ont l'habitude de vivre. Et tout cela fait que le problème d'infrastructure qui a été signalé ne peut pas aller dans le même sens. Oui. Alors, je voudrais éventuellement avoir ton avis, Farid Aït Saada, mais avant cela, je voudrais qu'on regarde d'abord ce sujet signé par notre ami Saïd Fellaq, et vous allez voir que même le président de la Ligue de football, M. Medouar, n'est pas aussi optimiste que ça. On regarde. Suspendu depuis la mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus, les deux championnats professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, comptant pour la saison 2019-2020, pourraient ne pas reprendre. La décision du gouvernement jeudi de prolonger jusqu'au 13 juin prochain le confinement partiel rend quasiment impossible une reprise dans un futur proche. Actuellement, on peut pas discuter une reprise dans un mois, dans 2 mois. Je pense que ça devient critique et il faut que les responsables du pays prennent une décision politique concernant le football ou bien le sport. Abdelkarim Medouar demeure sceptique quant à une éventuelle reprise des deux championnats professionnels, d'autant plus que le président de la commission médicale de la FAF, Jamaldine Damerji, a déclaré cette semaine qu'il était impossible de reprendre les entraînements pour les joueurs dans le contexte actuel. Moi, je suis pessimiste. Je suis pessimiste par rapport à ce qui se passe.
dans le pays. Et à partir de là, je dis que l'importance est, on donne beaucoup d'importance aux citoyens algériens, on donne beaucoup d'importance à la vie humaine. Je pense que le football en Algérie, on n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport au club à l'Europe parce qu'ils ont des contrats, des gros budgets, les droits des TV sont très gonflés, c'est des centaines de millions d'euros. Mais ici en Algérie, je pense qu'on n'a pas un manque à gagner. Contraire. Pour moi, le football actuellement n'est pas d'actualité. En cas d'arrêt de la Ligue 1, le CR Belouizdad, actuel leader au classement, sera-t-il champion d'Algérie? Pas si sûr. On ne peut pas. C'est prématuré de déclarer une telle décision. Prévue ce dimanche par visioconférence, la réunion mensuelle du Bureau fédéral de la FAF ne devrait prononcer aucune décision concernant une quelconque reprise des compétitions footballistiques. Nous l'avons compris, donc c'est tributaire de l'évolution du confinement chez nous. Farid, est-ce que tu es en contact avec les clubs, du moins de l'Algérois, et est-ce que tu sens une volonté chez eux de vouloir reprendre justement la volonté vient plus des supporters que des clubs. D'accord. Des supporters et des joueurs. Parce que notamment des clubs qui sont bien classés. Oui, il y a plusieurs catégories. Voilà. Déjà, ceux qui veulent reprendre en général, c'est les supporters, parce qu'ils ont faim de foot, ils ont faim de... Voilà, ils en ont marre de se contenter de voir le championnat d'Allemagne et bientôt le championnat d'Italie. On va en parler. On en parlera. Il y a aussi les joueurs pour qu'ils soient payés. Oui. Voilà. Mais alors, les clubs, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont intéressés par le titre, qui sont dans la course au titre. Il y a l'entente décisif, il y a le comité d'Alger, le CRB et la JSK, c'est eux qui jouent pour le titre, en théorie. Bon, et encore, c'est pas sûr, c'est pas tout le monde. Chacun prend une méthode. Par exemple, le CRB avait rendu public un communiqué où il demandait à ce que comment on appelle ça, si je peux dire, la jurisprudence de la Ligue 1 française soit appliquée en Algérie. C'est-à-dire que le championnat soit arrêté et que le leader soit déclaré champion. Ça arrange le CRB parce qu'il est leader. Ben oui, ça fait ses affaires. Voilà, l'entente décisif n'est pas d'accord parce que l'entente décisif était sur une dynamique de victoire et elle était capable de rattraper le CRB. Voilà. Alors, la JS, donc, dans l'intérêt de l'entente, son intérêt, c'est que le championnat reprenne sur les mêmes bases. Très bien. La JS Kabylie a proposé à ce qu'il y ait un play-off entre les 4 premiers, parce que la JS Kabylie est parmi les 4 premiers. Donc chacun défend ses intérêts. L'USMA s'est montré disposé à reprendre parce que maintenant que les problèmes financiers sont réglés, les joueurs peuvent être boostés. Surtout que l'USMA avait réalisé de bons résultats lors des dernières journées avant l'arrêt du championnat. Donc il y avait l'espoir de gagner une place qualificative pour une compétition arabo-africaine. Donc c'est normal que chacun défende ses intérêts. Et il y a des clubs, par exemple, qui sont au milieu du tableau, ils ne vont rien gagner, mais ils ne vont pas descendre, ça les arrange que ça s'arrête. Tout à fait. C'est les vacances pour eux. Voilà, maintenant, le vrai casse-tête, c'est pas sur les clubs, c'est à la fédération et à la ligue. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que la saison prochaine, il y a un nouveau système de compétition. Il y a un championnat unique professionnel à 20 clubs. Tout à fait. Après, et en bas, ça sera amateur. Alors déjà, pour définir les critères d'accession et de rétrogradation, c'était vraiment, il a fallu un peu ruser et tout. Ils ont trouvé une formule. Mais maintenant, si le championnat s'arrête, on fait comment? Voilà. Bon, le champion, déjà, il y a un débat. L'entente décisive contexte le fait que le CRB soit déclaré champion alors que le champion n'est pas fait. Tout à fait. La relégation aussi. Et pour la relégation. Bah, là, à l'instant, c'est Magra et le NAD qui sont... Biskra aussi, ils sont pas bien placés. Oui. Est-ce que c'est juste que ces deux équipes rétrogradent alors que le championnat n'est pas terminé? Donc c'est un vrai casse-tête. Alors l'idéal, c'est que le championnat reprenne et se termine. Mais ça dépend déjà de la levée du confinement. Et après, il faut donner un minimum, ça c'est les scientifiques qui le disent. Normalement, la norme, c'est 6 semaines de préparation. Minimum, mais ils vont donner, comme en Europe, 4 semaines pour la reprise méthodologique. Oui, on va voir ça. Mais vous aviez parlé justement tout à l'heure,
de l'USMA et je voudrais vraiment poser la question honnêtement, Mounir Dbéchi. Est-ce que ce confinement ne vous a pas fait du bien? Parce que c'était peut-être une période pour l'USMA de revoir un peu ses comptes et de se restructurer pour mieux aborder, si toutefois il y a cette reprise. Non, par rapport à l'USMA, ça a coïncidé avec la réorganisation du club par rapport à l'arrivée du nouveau propriétaire qui est le groupe Serpent. Donc, c'est-à-dire ça a coïncidé avec la période du confinement. Mais il avait besoin de ce temps-là peut-être pour... Non. Non, enfin, je pense, c'est-à-dire pas tout ce temps. D'accord. C'est-à-dire prendre 2 mois et demi ou bien 3 mois, c'est un peu trop long. Oui. Nous, c'est-à-dire les responsables de l'USMA sont favorables à une reprise, mais on doit rester sage et réaliste par rapport à la situation actuelle du pays qui, dans la décision, à mon avis, la décision, c'est une décision politique. On est obligé de suivre les instructions des autorités publiques par rapport à l'évolution de cette situation. Maintenant, pour ce qui est du reste, qui va être champion ou qui va être relégable, c'est aux instances compétentes qui sont la fédération et la ligue c'est-à-dire d'exceller dans ce sens et de trouver les meilleures solutions pour, c'est-à-dire... Ça ne va pas être facile, hein, connaissant le public algérien, il y a des décisions qui risqueraient d'être très contestées. Alors, professeur Saleh Aboulmeri, si on devait imaginer une reprise du championnat national, elle se ferait comment, selon vous? Déjà... La période justement de préparation, parce que c'est pratiquement une autre saison qui démarre. Hein. Farid. Déjà, notre ami Farid vient de le souligner. Vous avez une fourchette qui va de 4 à 8 semaines. Maintenant, si on doit reprendre, oui, entre 4 et 8 semaines, et si on doit reprendre, je l'ai dit tout à l'heure, on doit reprendre progressivement. Et puis là, dans les sports collectifs, je reviens dans les sports collectifs et les sports de combat, comment allons-nous travailler si nous devons, comme l'a si bien dit tout à l'heure Mounir, si nous devons respecter les protocoles, la distanciation? En sport collectif, il y a ce contact, en sport collectif et sport de combat. Il y a ce contact, s'il y a cet échange de balles, il y a cette confrontation, comment allons-nous gérer ça? Maintenant, moi, quand je parle, le collègue a dit voilà, parce qu'il y a le championnat, je connais le premier et dernier et tout, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et dans la décision exceptionnelle, maintenant, l'instance fédérale, la Ligue de football, on doit réorganiser notre programme et adapter justement cette organisation à la situation. Parce que l'évolution de la pandémie, elle peut s'arrêter dans une semaine, dans un mois, etc. Maintenant, nous devons tous être solidaires et lutter pour le bien-être et pour la santé. Parce que c'est avec la santé que nous allons améliorer notre quotidien et pas l'inverse. Juste un petit rajout à Halim. Bon, la difficulté en Algérie, pour reprendre, même s'il y a des confinements, c'est que ce n'est pas sûr que le protocole sanitaire soit respecté. En Allemagne, vous savez qu'en Allemagne, pour que le championnat ait été autorisé à reprendre, ce week-end, on termine la 5e journée depuis la reprise du championnat. Ils jouent 2 fois par semaine. Vous savez que les joueurs, on prend la température de chaque joueur 4 fois par jour. On désinfecte systématiquement les vestiaires avant, après l'entraînement et surtout avant, après le match. Il y a une réglementation stricte sur les personnes qui assistent. Et même les dirigeants de ce club, il y a une distanciation de 3 mètres. En Algérie, il faut le dire, même le huis clos n'est jamais respecté. Il y a toujours des intrus. Il y en a qui sont introduits avec des ordres de mission de journalistes de complaisance. Il y a qui sont auxquels on met une chasuble de stadier alors qu'il n'est pas stadier, juste par les supporters. Et même à supposer qu'au début du match, ils respectent la distanciation sociale. Comme c'est des supporters, au cours du match, ils deviennent supporters, ils se rapprochent, ils discutent entre eux, et s'il y a un but, c'est... Et des joueurs sur le terrain. Et il n'y aura pas de respect de distance. Donc c'est ça la difficulté. Nous sommes des Méditerranéens. C'est difficile pour des Méditerranéens de respecter la distanciation sociale. On parle de football, mais il y a aussi un aspect sur lequel vous vouliez revenir, Dr Saleh Aboulmeri. C'est ces sportifs-là qui sont qualifiés au JO ou qui sont en voie de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vous dites qu'on aurait pu gérer la situation mieux que ça pour leur permettre de mieux se préparer?
Oui, moi je vois sur le plan méthodologie, sur le plan entraînement, nous avons une vingtaine d'athlètes, exactement, il me semble 19. Et nous avons aussi l'équipe nationale de handball en voie de qualification avec un tournoi. Nous avons des lutteurs, des judokas qui, leurs tournois qualificatifs sont reportés. À mon avis, comme ça s'est passé justement en 78, où il y a eu un regroupement permanent de tous les athlètes, toutes disciplines confondues, ça a donné des fruits. Le championnat de handball féminin les fait jouer avec les cas des garçons tout au long de l'année. Les athlètes étaient regroupés au niveau du CNEPS. Moi, pour ces athlètes de l'équipe nationale, comment j'aurais vu la situation, j'aurais réquisitionné le stade Saint-Juillet, la coupole, les salles d'entraînement de l'ISTS. J'aurais réquisitionné tout ça. J'aurais confiné tous les athlètes qualifiés et susceptibles d'être qualifiés, avec le staff administratif, technique, médical, surveiller les issues, parce qu'au niveau de l'annexe, il y a des gens qui rentraient tôt, réserver cet espace uniquement aux athlètes qui sont qualifiés et les gérer. Ils sont contrôlés à l'entrée, à la sortie, etc. Et que l'entraînement continue. Parce qu'un entraînement d'un athlète de haut niveau, parce que le haut niveau, c'est un entraînement qui doit être sans interruption. Et puis l'entraînement sportif, quand même, ce sont des charges ondulatoires. Il y a des charges où on passe au maximum, il y a la récupération, il y a un travail continu et systématique. Toute interruption de l'entraînement fait que l'athlète perd de ses capacités. On a vu, vous avez montré à un certain moment des athlètes qui s'entraînaient à la maison, etc. Il faut faire la différence qu'à la maison, on fait de l'activité physique, on ne fait pas de sport. Le sport, il est lié à la compétition, à l'activité physique, parce qu'à la maison, on va faire quelques exercices de gainage, de renforcement, de maintien, mais aller au-delà de ces limites, qui est la raison d'être d'un athlète de haut niveau, elle n'est pas réalisée au niveau de la maison. Il y a même ce facteur motivationnel qui est perdu. On ne peut pas. Vous prenez un athlète comme le Houlou, qui est dans le top 10 mondial du 400 mètres, et vous allez lui dire il faut courir tout seul, faites des exercices à la maison. C'est ingérable une situation pareille. Et c'est pour ça que moi j'aurais aimé que ces athlètes soient pris en charge. Et c'était très faisable. Oui, c'est gérable et c'est faisable. Pour peu que la volonté soit... Comme c'est venu, c'est précipité. On n'a pas eu le temps, je ne sais pas, on n'a pas eu le temps d'aseptiser, de stériliser, de confiner tout le monde. Vous l'aviez proposé à la tutelle ? Non, pour vous dire franchement, je n'ai pas eu le... Il aurait été peut-être judicieux de la part de la tutelle, d'une manière générale, peut-être qu'il y ait comme ça des consultations, consulter les gens qui sont sur le terrain pour avoir leurs avis et des recommandations par rapport... Oui, Mounir. En complément de ce qui a été dit par le professeur Zaki, sur le plan pratique et méthodologique, aujourd'hui on est à 2 mois et demi d'arrêt. Si on prend, c'est-à-dire la dernière date où les autorités publiques ont décidé, c'est-à-dire du confinement qui s'est fait, si je ne me trompe pas, le 15 mars normalement. Donc auparavant, on va parler, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les clubs sur le plan football. Auparavant, il y a les différents préparateurs physiques qui ont soumis un programme d'entraînement à leurs athlètes. Par la suite, quand on dépasse 2 à 3 semaines, je ne pense pas que les athlètes peuvent suivre rigoureusement ce programme par rapport au problème qu'a cité Madame Zaki. En plus de cela, il faut prendre en considération le mois de Ramadan. Dans ce mois, on connaît tous que nos habitudes changent. Les habitudes par rapport au sommeil, par rapport au rythme biologique, par rapport à l'alimentation. Et avec tout cela, il faut prendre en considération le confinement. Donc, si l'athlète doit s'entraîner, il doit le faire avant 17 h et il ne peut pas le faire le matin si on est à jeun. Et après le mois de Ramadan, il faut prendre en considération la période de chaleur puisqu'on est à la porte de l'été. Et où, c'est-à-dire, on doit prendre certaines mesures par rapport c'est-à-dire aux effets thermiques. Et compte tenu du confinement qui est prolongé, je pense que tout ça fait que si on doit reprendre, on doit se dire que cet athlète s'est complètement arrêté. Donc, 4 semaines
ou 6 semaines, pour moi, c'est insuffisant. Oui. On doit commencer par une période de préparation qui doit s'établir sur une durée de 8 semaines. Très bien. Alors, l'actualité... J'aurais aimé pas continuer. Très rapidement, oui. Notre ami Ferry, tout à l'heure, a très bien parlé des clubs européens qui ont repris. Oui, c'est prévu, on va parler des championnats européens, c'est peut-être l'occasion pour vous d'en reparler. Oui. Mais avant cela, l'actualité sportive, c'est aussi cette affaire dont on ne cesse de parler, c'est bien sûr l'affaire de l'enregistrement téléphonique. Et le manager de joueur Nassim Saadawi a plaidé son innocence dans cette affaire. On l'écoute, il était au micro de notre ami Djemei. وعيطوا لينا الجزء الانضباط فت بلو نورمالمون دوموند عطيت دي دوني اللي عندي وما نقدرش نعطيهم لكم ان شاء الله والايام والعداله تثبت كل شيء ان شاء الله. لكن على حيثيات هذه القضيه كيفاش صرات؟ ما نقدرش هاد لي دوني جو لي غارد بور موا ولي زانستونت جوريديكسيونيل اللي هما يعطوا حق الانسان الظالم والمظلوم ان شاء الله. عيطوا لي كشاهد عطيت مادام السي فهد حلفاية هذا السي فهد حلفاية جبد الاسم تاع العائله وجبد الكلام على الشخص. انا عيطوا لي جيت باريسبي للهيئه وباريسبي لكره القدم وباريسبي لوفاق سطيف. انا وفاق سطيف ما عنديش مشكل معه. التسجيل ماشي مفبرك وسوف يثبت الايام انه التسجيل ليس مفبرك. Farid, alors tu as certainement suivi cette affaire de très près. Alors il dit quelque chose de très grave, hein. Il avoue que l'enregistrement n'est pas faux. Oui, bah, là c'est aux scientifiques et c'est facile d'établir ça. Bien sûr. Parce que si techniquement c'est fait. Ouais. Oui, puisque l'affaire est portée devant la justice, un juge peut ordonner que l'opérateur de téléphonie mobile d'une des deux parties puisse fournir l'archive de la conversation en question. Et on pourrait authentifier, voir si pour authentifier justement. Authentifier ou pas. Donc, un juge peut authentifier ou nier l'authentification de la conversation téléphonique. Mais déjà, cette affaire, si on revient à ce qu'il faut reprendre ou pas, démontre qu'il y a des parties qui veulent que ce championnat reprenne et encore, qui font des calculs pour remporter ou ne pas remporter le titre, etc. etc. Bon, il faut le dire, ce type de pratique existe depuis des années. Exactement. Les affaires de marchandage de matchs, ça a toujours existé. Il y a même des affaires par le passé de flagrant délit avec même des joueurs et des dirigeants propres qui ont enregistré des preuves sonores et même parfois des preuves filmées qui les ont données aux autorités, mais il y a des dirigeants qui avaient tout fait pour étouffer l'affaire. Voilà. Donc ça existe et tout. Maintenant, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, c'est pris en charge, puisque maintenant, il y a l'affaire est portée devant la justice, les instances juridictionnelles de la FAF et de la Ligue ont pris en charge ce dossier. Cette semaine encore, je crois que c'est demain lundi ou mardi, il y aura encore audition des parties. Oui. Voilà. Parce que maintenant, il y a le dirigeant de deux clubs qui ont été convoqués, président Biskra et Borj Bouaririt. Tout à fait. Après, Nassim Saadawi et Halfaya seront encore convoqués. Et cette fois-ci, il y a une autre partie qui va entrer dans le jeu. Il y aura une nouvelle juridiction qui a été créée à la FIFA, c'est intégrité. Parce que la FIFA a recommandé la création d'une commission d'intégrité au niveau de toutes les fédérations dans le monde. Le président de cette commission sera désigné cette semaine et à la prochaine audition des différentes parties, il sera présent. Donc voilà, il y a eu prise en charge. Mais on espère que cette fois-ci, il y aura de vraies sanctions. Voilà. Parce que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ces pratiques continueront à C'est cette impunité-là qui a fait que ces affaires-là se multiplient et reviennent à chaque fois. Depuis des années, ça remonte déjà au siècle passé. Il y a ce genre de pratique. Mais tant qu'il n'y a pas, il y a juste des petites sanctions comme ça, voilà, 2 ou 3 matchs. Tant qu'il n'y aura pas de vraies sanctions, entre autres, radiation. On l'a toujours, toujours dit. Sport, il n'y aura pas de. C'est pas interdit de tricher, mais c'est interdit de se faire attraper, de se faire prendre. Et donc, tant qu'il n'y a pas de sanctions sévères, et vraiment sévères, on risque de revoir ces affaires revenir à chaque fois. Je pense que vous avez été arbitre, Pounier, à un certain moment. Oui, j'étais arbitre. Ces affaires-là, c'est pas nouveau pour vous. Ça a toujours, comme vous l'avez bien signalé, ça a toujours existé, mais il n'y a jamais eu une prise en charge réelle et sérieuse.
c'est-à-dire de ces affaires. Ce qui est bien, c'est que cette fois, les différentes instances se sont autosaisies rapidement de ce dossier et on espère qu'il y ait des décisions et des sanctions envers les fauteurs, s'il y en a des fauteurs, bien sûr. Et il faudrait, quelles que soient ces sanctions, il faudrait qu'elles soient acceptées par les supporters de ce club, parce qu'on nous ressort souvent cet argument, il faudrait faire taire cette affaire parce qu'on risque d'avoir les supporters de tel club ou de telle région sur le dos et tout. Donc on préfère laisser passer, et quand on laisse passer ces affaires-là, voilà le résultat où on est le football algérien aujourd'hui. Vous entendez parler d'un club qui s'appelle la Juventus de Turin? Oui. Qui n'est pas n'importe qui, l'un des clubs les plus prestigieux dans le monde. Eh bien, ce club a été rétrogradé parce qu'il y a eu des affaires de corruption. Tout simplement. Il est revenu. Excellent exemple, il est revenu, voilà. Et il faudrait assainir un peu ce monde du football une bonne fois pour toutes. Alors, il y a une autre information sur laquelle notre ami Saïd Fellak a voulu revenir, c'est cet éventuel report ou annulation de la Coupe d'Afrique des Nations. On regarde. La Coupe d'Afrique des Nations va-t-elle avoir lieu en janvier 2021 au Cameroun? Pas si sûr. Selon plusieurs informations, la Confédération africaine de football devrait annoncer dans les prochaines semaines le report de la compétition continentale. 4 journées de matchs qualificatifs pour le tournoi africain restent encore à jouer et au vu de la situation sanitaire mondiale, il est quasiment impossible pour la CAF de trouver des dates disponibles d'ici la fin de l'année en cours. Le président de la plus haute instance footballistique du continent, Ahmed, s'est exprimé jeudi, n'écartant aucune hypothèse quant à la tenue ou pas de la prochaine CAN, soulignant qu'il n'est pas évident de boucler ces éliminatoires au regard du contexte actuel. La FIFA, qui mise sur la reprise d'un plus grand nombre de championnats dans le monde après plusieurs semaines d'arrêt, avait d'ailleurs indiqué qu'elle allait supprimer toutes les dates réservées aux sélections pour cette année 2020 afin de privilégier les compétitions de clubs et préserver l'intégrité physique des footballeurs. Après l'Euro, la Copa América et les JO de Tokyo, la CAN devrait donc logiquement elle aussi être reportée. L'Algérie, championne en titre, gardera ainsi son trophée au moins une année supplémentaire. Maigre consolation, parce qu'on a faim de cette équipe nationale. Alors, c'est pas un peu prématuré de parler de cette annulation de la Coupe d'Afrique des Nations? Si on tient compte de la date à laquelle nous sommes le 31 mai, et la Coupe d'Afrique est prévue pour janvier 2021, en théorie, c'est encore loin. Mais ce qui complique la situation, c'est qu'il reste encore 4 journées d'éliminatoires. 4 journées, il faut trouver des dates FIFA. Et encore, déjà, le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 a été déjà reporté. Donc voilà, il faut trouver des dates FIFA pour les éliminatoires Coupe du Monde et éliminatoires Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe du Monde n'a pas encore été reportée. Elle est encore maintenue pour 2022. Alors il faut jongler avec les dates. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une réunion urgente du comité exécutif de la CAF pour discuter de ce point. Et peut-être qu'on ne sait pas, et pas juste pour la CAN, même pour la Ligue des Champions des clubs, et pour la Coupe de la CAF, il y a un problème. Il faut jouer les demi-finales et la finale, il faut trouver des dates. Avant le commencement de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF de la saison prochaine. Donc voilà, c'est une question de date. Oui, je tiens juste à préciser qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas encore la décision de cette réunion. Mounir, très rapidement, vous pensez que c'est toujours jouable? Moi, je pense qu'on se dirige vers le report de la compétition parce que Farid l'a bien expliqué. On est à 31 mai, la compétition elle va avoir lieu au mois de janvier. Sur le plan chronologique, c'est 6 à 7 mois, mais sur le plan pratique, il reste des matchs. Il faut faire une programmation, une planification de ces matchs, sachant que tous les championnats au niveau de l'Afrique sont à l'arrêt. Donc il faut d'abord penser à la reprise, par la suite penser à la planification de ces matchs, de ces dates FIFA dans la plage horaire qui reste. Vous parlez des matchs qui sont à l'arrêt en Afrique, alors que d'autres en Europe ont déjà commencé et d'autres s'apprêtent à reprendre. On va voir ce sujet avec Halima Ouchi.
Après l'Allemagne et l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie ont annoncé jeudi une reprise de leur championnat de football dans la seconde quinzaine de juin, faisant de la France une exception parmi les grandes nations européennes du ballon rond. Alors il y a d'abord ceux qui ont repris. Après le modeste championnat des îles Féroé début mai et la puissante Bundesliga le 16 mai, l'Estonie, la République tchèque et la Hongrie sont les dernières ligues en date à avoir retrouvé les terrains. Le championnat danois a repris jeudi soir. Le championnat du Bélarus est le seul en Europe à ne pas avoir été suspendu pendant cette période. Pour ceux qui vont reprendre, durement touchés par la pandémie de Covid-19, l'Angleterre et l'Italie vont relancer leur championnat respectivement les 17 et 20 juin. En Espagne, la reprise de la Liga sera autorisée dans la semaine du 8 juin, selon le gouvernement espagnol. De son côté, le championnat portugais reprendra le 3 juin. La Suède a annoncé que son championnat allait redémarrer le 14 juin. En Suisse, où la saison est suspendue depuis le 23 février, les joueurs retrouveront les terrains le 19 juin. Et enfin, saison arrêtée dans certains pays. Les Pays-Bas sont devenus le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat le 24 avril. La France leur a emboîté le pas le 30 avril, arrêtant en conseil d'administration un classement qui sacre le Paris Saint-Germain. Le Luxembourg, la Belgique, Chypre et l'Écosse ont aussi jeté l'éponge. Alors, est-ce qu'ils ne se sont pas précipités en jetant l'éponge aussi rapidement, puisque on se dit qu'en Europe, on aurait pu quand même reprendre parce qu'il y a un certain respect de ces mesures sanitaires. Vous savez, les clubs, surtout les clubs européens et tout, un club, c'est une entreprise. Mmh. Elle est structurée et puis elle a son image de marque. C'est lié au marketing, à la production, productivité, etc. Et puis le joueur à l'étranger, quand il est en confinement, le joueur, il s'entraîne. Mmh. Il s'entraîne, il est par Skype avec son entraîneur. Après chaque séance d'entraînement, il y a un compte rendu à l'entraîneur. Quelles sont les performances réalisées? Quel est le temps travaillé? Et puis, à la reprise, les athlètes sont évalués. Celui qui a triché, on le saura, parce que l'évaluation, elle va donner une idée sur le niveau d'entraînement, sur le niveau d'arrêt, etc. Est-ce que nous, en Algérie, appliquons-nous réellement ce protocole? On ne peut pas l'appliquer. Et par nos athlètes, ils ne l'appliquent pas. Déjà, de par la situation sociale, ce n'est pas tous les athlètes qui vivent dans d'excellentes conditions. Ouais. Ce n'est pas tous les athlètes qui ont du matériel d'entraînement. Ce n'est pas tous les athlètes qui peuvent faire un renforcement chez eux, à la maison. Donc, c'est lié à plusieurs facteurs. Et c'est pour cette raison qu'en Algérie, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre les choses sérieusement en main et au-delà du résultat, au-delà de la performance de tel ou tel club, il y va de la santé de nos athlètes et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à deux fois. Très bien. Alors, pour ceux qui ont la chance de suivre les matchs de Bundesliga, mais c'est fou le rythme qu'on voit, on dirait qu'ils ne se sont pas arrêtés un jour. Hein. D'où la rigueur, hein, oui. Cette mentalité allemande qu'on voit sur le terrain maintenant. Oui, comme l'a si bien souligné madame, ouais. Beaucoup de footballeurs de Serie A, un peu, surtout en Allemagne et en Première Ligue. Ils ont suivi des programmes d'entraînement à distance. Il y avait leur préparateur physique qui avait tous les joueurs à l'écran chaque matin, comme si c'était un entraînement, oui. Avec un programme précis. Et les joueurs, à l'issue de l'entraînement, avaient le devoir de prendre le relevé, c'est pas un terme technique comme quoi, c'est-à-dire combien ils ont dépensé comme calories, combien ils ont couru, etc., qu'ils envoient par Internet aux responsables préparation physique et aux médecins. Oui. Donc voilà, il y avait un suivi. Après, avant le reprise du championnat, il y a eu, je crois, 5 semaines de préparation en Allemagne. Et encore, alors il faut souligner ça, un nouveau changement. Et c'est rare en Europe qu'on introduise un changement de réglementation au milieu de saison. Oui, pour les 5 changements? Pour les 5 changements. Ouais. Maintenant, justement, parce que pour terminer la saison, il faut jouer en Allemagne 2 fois par semaine. Et ça sera aussi le cas en Italie, ouais. En Espagne et en Angleterre. Alors, l'International Board, c'est-à-dire qui est l'organisme qui légifère les règlements et les lois du football, a introduit, juste pour essayer, 5 changements. Mais ce n'est pas 5 changements à n'importe quel moment du match. Clair. Il y a 2 changements
à la mi-temps et les 3 autres soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. C'est-à-dire si un entraîneur refuse de faire les 2 changements à la mi-temps, il ne pourra faire que 3 changements. Tout à fait. Mais ça permet de faire changer jusqu'à presque la moitié de l'équipe. Et d'éviter qu'il y ait des blessures. Voilà. Ouais. Et par exemple, l'entraîneur du Barcelone n'a pas apprécié cette règle, parce que pour lui, elle défavorisera le FC Barcelone. Pourquoi? Le FC Barcelone base son jeu sur la possession du ballon, donc c'est une équipe qui fait courir l'adversaire, et en général, les statistiques ont démontré que le Barça faisait la différence lors du dernier quart d'heure, quand les joueurs adverses étaient épuisés. Et là, puisque les équipes ont droit à 5 changements, eh bien, les joueurs seront plus jouer en Mais faveur du on a Barça. remarqué qu'en Allemagne, cette nouvelle réglementation a fait beaucoup de bien aux joueurs puisqu'elle permet de faire tourner l'effectif. Et c'est ce qui fait que ce week-end, il y a eu déjà 5 journées de jouer en Allemagne. Alors, mais très rapidement. rapidement. Mais le problème, pourquoi ça ne peut pas être appliqué en Algérie? Justement, je voulais poser la question à Mounir. Lui qui est dans un club, est-ce qu'il peut nous garantir que si reprise il y a, ces mesures peuvent être respectées, ne serait-ce qu'au niveau de l'USMA, puisque vous y êtes? Bon, je pense sur la globalité des clubs. En toute franchise. Oui, en toute sincérité et franchise. Sur la globalité des clubs, je pense qu'il y en a seulement les clubs qui ont la prise en charge, une bonne prise en charge par des sociétés puissantes qui peuvent assurer la reprise tout en respectant ce protocole. Parce que quand on fait reprise, on doit assurer un isolement et un confinement au groupe. Il faut avoir les moyens les moyens d'hébergement, les moyens d'entraînement dans un regroupement fermé, et ceci n'est pas donné à n'importe quel club. Alors, c'est un budget complémentaire. Et c'est sûr, le budget est assuré par le club. Quand on sait qu'en Algérie... tous les clubs se plaignaient déjà de problèmes financiers. Mais bien sûr, il y a des entraîneurs, des joueurs qui ne sont pas payés depuis 2 mois. Alors ils vont tricher sur ça aussi, les clubs. En plus, par rapport, c'est-à-dire, en plus de ça, par rapport, c'est-à-dire aux capacités financières et logistiques des clubs, on doit parler de la disponibilité des infrastructures. Est-ce qu'on a les infrastructures qu'il faut pour assurer cette reprise, sachant qu'actuellement, les établissements hôteliers sont à l'arrêt, sont fermés, et on ne dispose pas d'assez de centres de préparation pour l'ensemble de nos clubs. Très bien. Alors, il y a aussi une chose, moi, qui m'a marqué dans le championnat allemand. C'est comme ça se joue à huis clos. Il y a cette sono qu'on a ramenée et on se croirait vraiment dans un stade plein, et ça a ajouté quelque chose à ces matchs. Oui, alors, cette histoire de sono, en général, c'était une initiative de club. C'était le Bourgeois Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas ça dans tous les stades. Les joueurs ont besoin d'ambiance. C'est vrai. Après, ça a été suivi par quelques autres clubs. C'est pas dans tous les stades. Pas dans tous les stades. Mais hier, le diffuseur officiel, sans citer son nom, diffuseur de ces matchs en France, a obtenu l'autorisation pour lui créer cette sonorisation pour tous les matchs qu'il diffuse. Parce que ça rajoute... C'est vrai que ça pimente un peu. J'ai dit que c'est déjà c'est un peu une ambiance mortifère, un match dans un grand stade sans public. Alors c'est l'ambiance aussi pour permettre aux... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Téléspectateurs de se mettre dans les conditions. C'est vrai que ça a apporté un plus. Alors il y a d'autres informations internationales qui nous sont résumées en bref. On regarde. Il y a 35 ans, jour pour jour, la Belgique vivait un drame dans le stade du Heysel, stade du roi Baudouin, l'une des tragédies de stade les plus graves d'Europe. Une charge de hooligans anglais avait provoqué un mouvement de foule, écrasant des centaines de supporters contre un mur du stade. La communauté italienne qui venait voir jouer la Juventus a payé un lourd tribut avec 32 morts. En tout, 39 personnes ont perdu la vie ce jour-là et 600 autres personnes ont été blessées. Bruxelles a rendu hommage aux victimes ce vendredi lors d'une cérémonie en comité restreint, épidémie oblige. Il est important de ne pas oublier les victimes. Ce tragique événement a permis d'éradiquer le hooliganisme dans les stades, a déclaré le maire de Bruxelles, Philippe Close, en présence des ambassadeurs du Royaume-Uni et d'Italie. Pour rappel, le match s'est tout de même joué et a vu la Juventus l'emporter devant Liverpool, 1-0. Serait-ce la fin pour Williams en Formule 1? Le fondateur et actuel actionnaire majoritaire Frank Williams s'est résolu à ouvrir le capital de son équipe à des investisseurs extérieurs pour limiter les pertes financières. C'est peut-être la fin d'une des plus grandes écuries de Formule 1 de l'histoire. Créée en 1977, alignée l'année suivante en course, l'équipe Williams représente en effet 114 victoires et 128 pole positions. C'est aussi et surtout 16 titres mondiaux durant les années 80 et 90. Mais depuis Pastor Maldonado, victorieux du Grand Prix d'Espagne le 13 mai 2012. L'écurie anglaise, toujours dirigée par l'emblématique Frank Williams, paraplégique à la suite d'un grave accident de la route survenu en mars 1986 dans le sud de la France, accumule les revers et n'a pu inverser un long mais terrible déclin. Roger Federer est l'athlète le mieux payé au monde selon le classement annuel établi par Forbes, faisant également de lui le premier joueur de tennis à figurer en haut de la liste. Roger Federer continue d'écrire son histoire et devient le premier joueur de tennis à figurer sur la liste des athlètes les mieux payés de Forbes, avec plus de 100 millions de dollars de bénéfices engendrés en 2019. Il s'agit d'une première pour le champion aux 20 titres du Grand Chelem. Federer est passé de la 5e place sur la liste de l'an dernier à la première place après avoir gagné 106,3 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, dont 100 millions versés par ses partenaires publicitaires et 6 millions remportés sur les cours du monde entier. Le Suisse a devancé Cristiano Ronaldo 2e et Lionel Messi 3e, qui ont toujours été dans le haut du classement au cours de 3 des 4 dernières années.
À l'occasion du 53e anniversaire de Paul Gascoigne, le 27 mai, FIFA.com revient sur la carrière du légendaire milieu de terrain de l'Angleterre. Paul Gascoigne est souvent décrit comme un surdoué. Malheureusement, l'ex-milieu de terrain anglais n'a peut-être jamais réalisé pleinement son potentiel. Après avoir débuté sa carrière à Newcastle, Gascoigne a crevé l'écran à Tottenham avant de porter les couleurs de la Lazio, des Rangers, de Middlesbrough et d'Everton. En marge de son parcours en club, Gazza a livré quelques-unes de ses plus belles performances avec les Three Lions. Pendant la Coupe du Monde de 1990, il a été l'un des grands artisans du parcours anglais. Tout le pays se souvient encore de ses larmes en demi-finale après avoir reçu un carton jaune synonyme de suspension pour une éventuelle finale. 6 ans plus tard, il a de nouveau mené son équipe dans le dernier carré d'une grande compétition internationale, en l'occurrence l'UEFA Euro 2016, organisée sur ses terres. Une fois de plus, Gascoigne a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football anglais en signant un but inoubliable contre l'Écosse. Voilà, quand on voit Paul Gascoigne et Roger Federer, c'est clair que si j'avais été un peu plus jeune, j'aurais choisi de faire du tennis et non pas du football. Alors, moi, je voudrais revenir très rapidement sur l'affaire Heysel. Alors, c'était une affaire dramatique qui a secoué le monde du football en Europe. Mais on a vu on parlait tout à l'heure justement de ces mesures courageuses à prendre. Elles ont été prises en Europe et on a mis fin au hooliganisme. Et c'est ce courage-là qui nous manque chez nous pour prendre de telles décisions. Oui, surtout en Angleterre. Oui. Ça avait permis de prendre des mesures drastiques pour éradiquer le hooliganisme. Éradiquer le hooliganisme. Le hooliganisme, entre autres. C'est-à-dire supprimer les places debout, toutes les places sont assises, généralisation de l'utilisation de la vidéo dans les stades, et celui qui est pris, il est interdit de stade. Il est fiché, voilà. Et aussi, faire du football un sport d'élite, c'est pas n'importe qui peut se permettre de se payer c'est un peu discriminatoire, mais ça a donné ses fruits. Mais parce que ce qui est regrettable dans l'affaire Heysel, en plus des morts, et ça on regarde toujours le c'est le fait que le match se joue non, déjà, il y a eu une injustice dans le match, parce que ça veut tout gagner sur un pénalty qui n'est pas un pénalty, puisque Bonnier a été fauché à l'extérieur. Et aussi, sur l'aspect moral, on a sanctionné injustement les clubs anglais. Ils n'avaient pas à payer pour leurs supporters. Et c'était à une époque où le football anglais était sur une courbe ascendante. Liverpool avait remporté la Ligue des Champions en 84, 85, perdu injustement. Et la même année-là, Everton avait gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe. Donc, on a brisé pendant 5 ans le football anglais. Très bien. Est-ce qu'on peut rêver, j'ai envie de dire, qu'il y ait un jour comme ça des sanctions aussi strictes pour assainir un peu le monde du football chez nous et le monde sportif d'une manière générale? C'est une question de volonté politique surtout. Quand on prend les individus, la volonté y est. Maintenant, il faut apprendre. Il faudrait que nous apprenions à travailler en groupe et le travail collégial. Dans tous les clubs, il me semble, en football, c'est valable aussi. Tous les clubs sont dotés de comités supporters. Eh bien, il faut travailler. On ne les voit plus, leur rôle est de moins en moins important. Justement, il faudrait faut peut-être les responsabiliser, les relancer, les redynamiser. Et s'il y a moyen de les motiver, il faut les motiver. Et c'est justement ces comités de supporters qui doivent jouer ce rôle de médiateur et de stabilisateur. Et au stade, quand il y a un comité de supporters, mais il le public, il est non, il est là pour accompagner justement cette jeunesse. Parce que notre jeunesse, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle est là, elle se défoule. Ils ont un match, c'est vrai qu'ils s'expriment. C'est le lieu de défoulement. Parce que vous voyez la violence, elle ne commence pas au stade. La violence, elle commence de la maison, les escaliers, le quartier, le bus, l'entrée du stade. Et sur le terrain, c'est l'éclatement. Et bien là, on doit accompagner ces jeunes et c'est un travail de tout un chacun. Très bien. Merci, Madame Bounemri. Alors, on a une autre rubrique avant pratiquement terminer cette émission, c'est No Comment, mais avant cela, le jingle. Voilà, alors comme son nom l'indique, normalement c'est une rubrique à ne pas commenter. C'est 2 petites vidéos, très petites, mais qui sont vraiment très chargées en émotions. On regarde. Yeah, that's really. Yay!
Voilà. Alors, c'est une infirmière qui joue un peu à la boxe. Et j'ai vraiment envie de boxer tous ceux qui ne respectent pas les consignes des personnels. C'est une boxeuse qui travaille comme bénévole dans une section, dans un hôpital. Voilà. Très bien. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission, mais comme on a pour habitude dans cette émission de proposer un portrait à chaque fois, nous vous proposons celui de Marco Pantani, mais avant cela, le jingle du portrait. Voilà, donc il s'agit d'un portrait dans le domaine du cyclisme cette fois-ci, et c'est celui de Marco Pantani, disparu tragiquement. On regarde. « 14 février 2004, il est presque 22 heures. Les rues de Rimini sont paisibles. En ce soir de Saint-Valentin, le calme règne. Dans la petite chambre 5P de l'hôtel Le Rose, les carabinieri découvrent un corps sans vie. Des flacons de tranquillisants jonchent le sol, des feuilles de papier, des notes sont éparpillées. Personne n'a réussi à me comprendre, même pas ma famille. Je suis seul, ils ne voulaient punir que moi. Les mots du désespoir d'un homme meurtri, rejeté par tous. Il n'aura pas fallu plus de quelques heures pour que la nouvelle fasse le tour du monde. Le pirate vient de mourir. Marco Pantani a succombé d'une overdose de cocaïne. Avec sa disparition, l'Italie a perdu son coureur cycliste le plus populaire. Le vainqueur du Tour d'Italie et du Tour de France 1998 avait tout juste 34 ans. Retour sur un destin hors norme qui a finalement basculé 5 ans plus tôt. Vainqueur de 4 étapes du Tour d'Italie, il allait remporter le Giro pour la 2e année consécutive, du jamais vu pour un Italien depuis 1962 et 1963, avec les victoires du Piemontais Franco Balmagno. Mais le rêve s'écroule le 5 juin 1999, quelques heures avant les premiers coups de pédale de l'avant-dernière étape à Madonna di Campiglio. Il est aux environs de 8 heures du matin, lorsque les médecins de l'Union cycliste internationale viennent effectuer un contrôle sanguin sur une série de coureurs tirés au sort. Marco Pantani fait partie de ceux-là. Les résultats ne tarderont pas à tomber. Le taux d'hématocrite de Marco Pantani est anormalement élevé. Il doit renoncer. Le cauchemar du pirate commence alors. Il ne parviendra pas à s'en sortir. Pantani crie au complot. Quelques heures plus tard, il se soumet à de nouveaux contrôles de l'UCI. L'un d'entre eux se révélera négatif. La présomption d'innocence n'existe pas dans le cyclisme. Pantani est le coupable idéal des médias. Les journalistes qui faisaient louange aux exploits du pirate quelques jours auparavant participent grandement à la destruction du champion italien et de l'homme. Tout va mal pour lui, il n'a plus confiance en personne. Ses amis qui profitaient de sa gloire le lâchent, sa femme Cristina ne lui apporte aucun soutien. Marco Pantani est un homme seul. Depuis l'épisode de Madonna di Campiglio, plus rien ne sera comme avant. Détruit psychologiquement, il effectue pourtant un retour prometteur sur le Tour de France en 2000, en dominant Lance Armstrong dans les Alpes. Mais ce retour n'est qu'éphémère. Incapable de rééditer ses exploits, le pirate enfermera progressivement dans un cycle vicieux envahi par la drogue et la solitude. Pantani ne pourra se sortir de ce cycle infernal et trouve la mort le 14 février 2004. Considéré comme le plus grand grimpeur de sa génération, le natif de Cesena n'a pas tardé à faire parler de lui dans le monde du cyclisme. Vainqueur en 1992 du Tour d'Italie amateur, il signera dès lors des exploits hors normes dans des étapes de montagne. De sa première victoire chez les pros en 1994 à sa dernière à Courchevel lors du Tour de France 2000, Pantani n'aura jamais laissé indifférent. Plus de 10 ans plus tard, l'Italie recherche toujours un nouveau Pantani, la botte attend toujours un successeur au pirate. Voilà, alors on doit conclure et très rapidement. Est-ce que tu voudrais conclure sur Pantani, pour lequel tu as beaucoup d'admiration? Pour toi, c'est le meilleur cycliste de tous les temps? Oui, oui. Pour moi,
Parce que moi, je suis amateur du vrai Attention, cyclisme. c'est le mot de la fin. Donc, si tu choisis Marco Pantani, tu dois conclure sur Marco Pantani. Oui, non, Marco Pantani, pour moi, c'est l'incarnation du vrai cyclisme. C'est-à-dire à l'ancienne, il est tout seul, il n'a pas de calcul, pas de d'assistance du directeur pas de travail d'équipe. Pas de travail d'équipe. La seule fois où il a travaillé en équipe, quand il a remporté le Tour de France, les 3 dernières étapes pour le protéger. Sinon, toujours tout seul, quand la côte est raide, il y va. Très bien. Alors peut-être conclure sur le dopage, puisque souvent on finit très mal quand on verse un peu dans le dopage. Pour le dopage, il faut sensibiliser du jeune jusqu'à l'adulte. Il faut faire comprendre les athlètes que les répercussions sont très dangereuses, les répercussions sur la santé de l'individu, et c'est des problèmes irréversibles. Faites très attention. Très bien. Pour conclure, Mounir, est-ce que vous êtes optimiste pour une éventuelle reprise du championnat ? Si toutefois le confinement s'arrête. Dans le cas où la situation sanitaire s'améliore dans notre pays, c'est ce qu'on espère. Vous êtes prêts? L'USMA est prête pour... Oui, on est prêt, c'est-à-dire on est prêt à adhérer au protocole médical si toutefois les conditions, je le précise, si toutefois les conditions sont réunies pour une reprise. Très bien. En tout cas, merci d'avoir été ici ce soir avec nous. Et tant qu'il y a confinement, tant que la compétition est à l'arrêt, nous serons là dans l'émission Parlons Sport pour vous tenir compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam.